Les premiers cas de coronavirus sont déclarés officiellement le 31 décembre 2019. Quelques cas d'une nouvelle pneumonie atypique, inconnue. Rien de très inquiétant dans la presse et dans les déclarations officielles. Néanmoins, au consulat, nous avertissons le centre de crise et de situation du Quai d'Orsay et nous commençons à suivre la situation de près avec eux. Dès le 2 janvier 2020, nous avons, au centre de crise et de soutien, dans les conseils aux voyageurs que nous élaborons, nous avons fait une première mention de cette nouvelle infection respiratoire, à l'époque évidemment inconnue. Puis le 23 janvier, coup de tonnerre, la ville de Wuhan est mise sous embargo. La tension monte dans notre communauté et nous commençons à préparer les premières évacuations en réalisant des listes de Français qui nous appellent, beaucoup très très inquiets, certains en détresse. Ils veulent absolument partir et rentrer sur Paris. J'avais quand même un souci particulier qui est que j'ai des jeunes enfants et que j'ai une petite fille qui a besoin d'un suivi médical important. Et c'est ce qui pouvait m'inquiéter dans la durée, dans la mesure où à ce moment-là, à Wuhan, l'endroit à ne pas aller, c'était un hôpital. Une mission, pour qu'elle soit réalisée, il faut déjà déterminer comment elle est composée humainement, c'est-à-dire qui y va, pourquoi, quel profil on a besoin pour réaliser cette mission. Ensuite, il faut un vecteur de transport. En l'occurrence, là, il fallait trouver des avions. Donc, le premier avion était un avion militaire, les autres avions étaient des avions non militaires. Et particularité de ce contexte de Wuhan, c'est que, au-delà des opérations classiques de rapatriement, donc de ressortissants français, ça se faisait dans un contexte de risque d'épidémie, donc il y avait des précautions à prendre en termes de protocole sanitaire pour que ça se fasse dans les meilleures conditions possibles. Il faut savoir qu'on savait déjà depuis quelques jours que le consulat travaillait à une solution. Tout ceci était très confidentiel. Et puis, le 31 à 12h, autour de 12h, autour de midi, je me souviens, on mangeait, on reçoit un mail du consulat, rendez-vous au consulat à 17h, départ. Au plus fort de la crise, heure par heure, notre objectif et notre rôle était de maintenir ce contact avec l'ambassade de Chine afin concrètement de s'assurer que les conjoints de ressortissants français puissent rentrer en France, de s'assurer que les avions ainsi que les moyens de transport mis à disposition pour rejoindre l'aéroport bénéficient de toutes les facilités, et c'est aussi s'assurer que nos collègues sur le terrain, les premiers confrontés à cette crise, puissent se déplacer dans un contexte de confinement particulièrement strict. Émotionnellement, c'est quand même très fort. On quitte cette ville et puis on laisse des gens qu'on aime, on laisse nos amis, on laisse nos collègues, on laisse une partie de la famille. Mais en même temps, on sait qu'on fait le bon choix. Donc ce premier trajet de chez nous au consulat, il était à la fois dans la rapidité, mais il y avait déjà quand même un peu d'émotion. Tous les gens qu'on va rencontrer dans cet aéroport, ils sont en tenue intégrale et on se dit, bon, on est quand même face à une situation sérieuse et nous, on est là avec nos bagages, notre masque sur le visage. Et puis, il y a les équipes du consulat qui sont venues avec nous et qui font toutes les démarches parce qu'il y a très peu de ressources dans l'aéroport. Il y a vraiment le minimum pour que l'aéroport fonctionne. Mais en tout cas, il n'y a pas de compagnie aérienne. Par exemple, dans tous les services que fournissent habituellement une compagnie aérienne, c'est les personnels du consulat qui vont le faire. On revient chez nous, ça fait du bien. Ça fait du bien de se sentir aidé par son pays à ce moment-là. Pour la première phase qui concernait les Français qui étaient à Wuhan, la réponse téléphonique avait un format classique puisque cela concernait un seul pays. Le 29 février, au moment où c'était devenu une épidémie, déclarée comme telle par l'OMS, nous avons mis sur le site des conseils aux voyageurs une alerte générale déconseillant les déplacements à l'étranger. Concernant la crise Covid-19 monde, notre défi était de répondre à des questions qui concernaient la quasi-totalité des pays. On a dû donc adapter notre manière de travailler, nos outils, notamment concernant les éléments de réponse pour les répondants, et on s'est servi d'une des bases du centre de crise qui est le conseil aux voyageurs. À partir du 12 mars, c'est-à-dire au moment où la plupart des pays du monde ont commencé à prendre des mesures pour limiter la propagation de l'épidémie, des mesures telles que la fermeture de l'espace aérien, l'annulation des vols commerciaux, parfois même l'instauration de couvre-feu, dans tous les cas l'instauration de mesures barrières.
nous en avons tenu compte et nous l'avons indiqué dans nos conseils aux voyageurs, pays par pays, 7 jours sur 7, en temps réel, nuit et jour, 24 heures sur 24, sans aucune interruption, pour que véritablement les utilisateurs des conseils aux voyageurs puissent avoir la toute dernière information précise, actualisée et vérifiée. Mes chers compatriotes, je sais que certains d'entre vous se trouvent dans des situations difficiles et même parfois angoissantes. Nos ambassades et nos consulats sont là à vos côtés, mobilisés 24 heures sur 24 pour vous apporter toute l'aide possible. L'ensemble des vols que nous avons été amenés à effectuer s'est opéré dans un contexte très particulier, puisqu'il faut avoir en tête que l'ensemble des frontières étaient fermées et qu'il était strictement impossible de pouvoir poser un appareil sur bon nombre de territoires. Le Quai d'Orsay a été mobilisé de manière absolument exceptionnelle, et qu'il s'agisse de l'administration centrale, évidemment de la cellule de crise et de l'ensemble des postes, parce que l'ensemble du réseau diplomatique a été très mobilisé, on le disait. C'est un travail unique qui a été conduit. Les activités qui se sont poursuivies, ce sont des activités d'urgence, c'est-à-dire où il n'était pas possible de faire autrement et il fallait porter secours à nos compatriotes. Une personne qui a besoin de se rendre en France et qui n'a pas de titre, qui n'a pas de passeport, il fallait lui faire un passeport. Il fallait lui faire un passeport dans l'urgence ou un laissez-passer. Eh bien, des collègues se sont déplacés au consulat en respectant les mesures sanitaires, bien entendu, pour accueillir le Français qui aurait besoin de ce passeport. Un Français dont le conjoint est étranger, qui rentrait en France, avait besoin d'un visa pour son conjoint. De la même façon, sur rendez-vous, alors que souvent les visas sont donnés par des prestataires extérieurs, eh bien cette fois-ci, ce sont nos postes qui ont délivré ces visas. Après la naissance de notre deuxième enfant, on a eu l'envie de retourner en France pour de multiples raisons et aussi parce que j'ai ma famille et mes amis ici. Et une fois le lockdown entamé, on a réservé nos billets donc via une compagnie aérienne, donc c'était un vol commercial. Et quelques jours plus tard, notre vol a été annulé. De ce problème s'est rajouté un autre gros problème, c'est que mon fils qui est thaïlandais n'a pas encore de nationalité française, il est thaïlandais sud-africain face à la loi. Du coup, on ne pouvait pas le faire rentrer en France. Je me suis approchée du consulat de France à Johannesburg et je suis tombée sur le consulat adjoint, Monsieur Bertrand, à qui j'ai exposé notre situation. Donc en gros, on devait partir. Le premier problème, c'est qu'on n'avait plus de vol. Et le second problème, c'est que notre fils n'avait pas le droit de venir en France avec nous. De là, il nous a expliqué qu'il y avait des vols de rapatriement au fur et à mesure. Donc il ne connaissait pas les dates à l'avance, mais qu'il savait qu'il y avait des vols de rapatriement qui allaient être organisés. Et que je devais lui donner tous les documents relatifs à l'adoption de notre fils pour qu'il puisse nous aider à obtenir un visa. Nous avons préparé ces procédures avec, pour la partie visa, la sous-direction des visas à Nantes. Nous avons appris à cette occasion que, en plus du visa, Samson devrait être muni d'un laissez-passer pour une entrée dérogatoire en France. Il a été conseillé à la famille de déposer la demande de visa une quinzaine de jours avant le départ, donc cela nous portait à fin juillet. Et puis, coup de tonnerre, en juin, la famille a appris que le vol prévu le 10 août était annulé, donc ils se sont positionnés sur un des vols disponibles qui était le 21 juin. Donc il a fallu obtenir en un laps de temps très court tous les feux verts pour le visa de Samson, le laissez-passer, mais aussi le visa pour Monsieur Bark, qui est binational britannique et sud-africain. Et pour faciliter sa sortie du territoire sud-africain, nous avons choisi de lui donner un visa conjoint français. Je sais très bien que les visas prennent du temps, mais là, avec le confinement, le fait que le service des visas soit fermé, en 5 jours de travail, ils ont réussi à nous obtenir un visa. Ça a été un travail exceptionnel. Je suis allée au Venezuela pour rendre visite à mon conjoint qui habite là-bas. J'y suis allée le 12 mars et le 15 mars, les frontières ont été fermées, l'urgence sanitaire a été déclarée. Et du coup, je suis restée bloquée là-bas. 2 jours après mon arrivée au Venezuela, la situation devenant de plus en plus difficile,
j'ai été contactée par le centre de crise, donc par mail, m'avertissant effectivement de la situation instable dans le pays, de l'évolution défavorable de la situation sanitaire et m'invitant à prendre contact avec l'ambassade. J'ai eu des questions d'ordre migratoire pour le consulat. Par exemple, moi, je n'avais pas de visa pour être au Venezuela. J'étais française de passage, bénéficiant des 90 jours possibles sur le sol vénézuélien en tant que touriste. Toutefois, vu la situation, la fermeture des frontières, bien sûr, j'ai dépassé ces 90 jours et face à une angoisse montante, je me suis tournée vers le consulat de France au Venezuela en leur posant la question, m'informant que je n'étais pas la seule dans ce cas et que les ambassades européennes étaient en discussion avec les autorités vénézuéliennes pour assouplir la politique migratoire et permettre aux Européens de passage de pouvoir sortir du Venezuela sans pénalité. Donc, c'est-à-dire, j'ai pu tout à fait me présenter à la migration lors du vol spécial organisé, passer la migration sans aucun souci, sans être pénalisé et devoir payer une amende. Des difficultés qui se sont révélées au quotidien, elles ont été réelles pour nos compatriotes qui nous appelaient, mais elles étaient vécues au quotidien par les agents de cette ambassade, par les coupures d'eau, les coupures d'électricité, les coupures d'internet, auxquelles se sont ajoutées à partir du milieu du mois d'avril, de graves pénuries d'essence qui imposaient des heures, voire des journées de queue pour obtenir quelques litres d'essence. Les frontières marocaines se sont fermées le vendredi 13 mars, puis se sont rouvertes pour une opération d'évacuation des touristes pendant une semaine, dans laquelle environ 20 000 Français ont pu quitter le territoire, puis se sont à nouveau complètement fermés. Sur cette période, nous avons fait partir environ 60 000 personnes, donc encore une fois, ce n'est pas 60 000 Français. Nous évaluons à peu près à la moitié le nombre de Français, mais il y avait aussi des Marocains résidant en France et des Européens, presque 300 avions qui ont été mis en place, essentiellement donc par Air France, et puis 22 ferries pour les personnes véhiculées, donc en particulier les populations de camping-caristes, mais aussi d'autres avec des véhicules individuels. Ce que nous avons fait, c'est qu'assez rapidement, nous avons procédé à un travail de recensement des personnes qui étaient bloquées au Maroc et qui devaient rentrer en France pour rejoindre leur domicile. Donc ce recensement, en fait, s'est effectué par chacun des consulats généraux de France au Maroc. Et ce recensement était possible parce que les personnes nous contactaient, soit par téléphone, nous avions mis en place toujours nos cellules de réponse téléphonique, soit également par mail, nous avions créé des adresses génériques. Il y avait, quand je parle de la réponse téléphonique, en fait, c'était vraiment des lignes dédiées, c'est-à-dire qu'il y avait des formes de numéros verts qu'on pouvait appeler quasiment H24 pour se faire connaître, également pour décrire sa situation personnelle et par là même, du coup, c'est ce qui nous permettait après de pouvoir établir des ordres de priorité et de pouvoir après constituer des listes de passagers qui pouvaient embarquer sur des vols qui étaient des vols mis en place en étroite collaboration avec la compagnie Air France. Nous avons dû établir 3 niveaux de priorité. Niveau 1, les femmes enceintes de plus de 6 mois, le personnel de santé recensé au plan blanc, les personnes âgées de plus de 80 ans et les enfants mineurs de moins de 12 ans. Niveau 2, les femmes enceintes de moins de 6 mois, les personnes âgées de moins de 80 ans et les volontaires et stagiaires en contrat à l'étranger. Niveau 3, les concitoyens ne présentant pas de motif à caractère d'urgence. Il y avait également un autre enjeu qui était le retour en France des personnes qui étaient véhiculées et qui donc n'avaient pas vocation, ne pouvaient pas revenir en France par la voie aérienne. Et là, ça a été toute la problématique de la gestion de crise pour des personnes, des compatriotes, pour la plupart des compatriotes des Français, et qui étaient en camping-car. Il y avait énormément de camping-caristes qui n'étaient pas dans la région de Tanger au départ, mais qui étaient passés par Tanger
pour venir au Maroc étaient surtout dans le sud du Maroc, dans la région d'Agadir, pour la grande majorité d'entre eux, et qui ont, à partir du moment où ils ont appris que les frontières étaient fermées, y compris les frontières maritimes, sont remontés vers le nord, vers Tanger. Des centaines de camping-caristes, la plupart âgés, souvent avec une santé fragile, bloqués devant Ceuta, devant Septa, comme on dit en marocain, et sans solution. Donc leur seule présence exerçait une grande pression sur les autorités marocaines et évidemment sur nous-mêmes, puisqu'il s'agissait de compatriotes français. Et de là, très vite, l'idée s'est imposée de mettre en place des ferries de rapatriement à partir de Tanger pour ces personnes bloquées. 652 personnes vont débarquer de ce bateau dans 330 véhicules, donc essentiellement des Français, 450 Français, mais également des Belges, des Néerlandais, quelques Allemands. Je vais vous poser quelques questions concernant le Covid. Vous avez des difficultés à respirer? Souffle court, difficulté à l'effort en ce moment. Vous avez une toux sèche persistante? Des douleurs à la poitrine. Nous devons coordonner les actions conjointes des pompiers, de la Croix-Rouge, de la douane, de la PAF, de façon à ce que nous soyons en sécurité optimale. Mes enfants ils m'ont enregistré au ministre des Affaires étrangères. Et de là, on m'a enregistré à la compagnie de maritime, là, je ne me rappelle pas son nom, là, GNV. Là. Oui. Et puis on m'a appelé 2 jours avant le départ, 3 jours avant le départ. Comme j'avais le billet, j'avais plusieurs fois changé, on m'a changé plusieurs fois, le billet il était annulé. On me l'a changé, et puis on m'a demandé si je peux rejeter la moitié de ce que j'avais payé pratiquement. Voilà, j'ai accepté. Yeah, I'm very happy to be back in Europe, that I can work, that I can do my life again more, because it was just a plan like 2-3 months stay in Morocco. I worked before, it was not a plan to stay there like 5-6 months and cannot go back. So I'm really happy that it works and that we are here now and I can do my life and go to work again. Yeah, this is very nice. I was super happy all the day about it. J'ai mon père qui était tout seul ici aussi, donc je vais pouvoir retrouver mon père, je vais pouvoir retrouver ma famille, donc je suis très émue, je ne vais pas vous mentir. Ça ne se voit pas avec le masque parce que l'émotion est difficile, la communication est difficile avec ce masque, mais voilà, je suis très émue et très contente de rentrer en France. Début mars, je suis partie avec 2 amis au Népal pour faire le trek du camp de base de l'Everest. En commençant à redescendre, on se connecte et on reçoit plein de messages et on se rend compte que la situation liée à la Covid-19 avait pris beaucoup d'ampleur, et notamment en France. Donc on arrive le 17 mars à Katmandou de façon normale. On avait réservé notre avion qui nous ramenait à Katmandou, et là notre vol était prévu pour le 24 mars, donc une semaine plus tard. Donc on devait rester quelques jours à Katmandou avant de repartir à Paris. Le gouvernement, suite à 2 nouveaux cas, a mis en place ce qu'ils avaient annoncé 2 jours avant, donc fermeture des frontières, plus de vols internationaux. On sort dans la rue, on voit que tout est fermé, effectivement, il y a des checkpoints, il y a des policiers, pas de circulation, rien. Et là on commence un peu, pas à paniquer, mais bon, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? En s'inscrivant sur Ariane et en se disant qu'il fallait se mettre en relation avec l'ambassade, honnêtement, je pensais pas qu'ils allaient faire grand-chose, puisque je me suis dit, il y a personne, même s'il y a une équipe réduite, voilà, ils ont peut-être pas les moyens de nous aider. Donc je me suis dit, honnêtement, on va pas pouvoir attendre grand-chose d'eux. Et finalement, non. Même avec une équipe très réduite, j'étais très étonnée et donc agréablement surprise de constater qu'ils travaillaient quasi H24 sur comment nous ramener en France. Nous sommes que 5 agents à travailler dans le bureau avec 2 assistants comme chauffeurs. Tout le monde était très polyvalent au niveau travail. Heureusement, j'avais pris un stage au mois de janvier au département sur la gestion de stress et de gestion de temps et des priorités.
Et cela m'a beaucoup aidé à gérer les problèmes calmement. Je pense qu'on a été chanceux en fait de tomber sur cette équipe à l'ambassade. Nous étions partis cette année pour un voyage assez long qui devait durer 2 mois et demi en Amérique du Sud. Le 16 mars, nous avons décidé de continuer notre voyage vers la Bolivie, via le Pérou. Et le jour où nous sommes arrivés au Pérou, eh bien, tout était bloqué. Le président Vizcarra a décrété l'état d'urgence d'un jour à l'autre, donc à partir du 16 mars 2020, ce qui signifiait pour la circulation des Français qui nous intéressaient, des touristes français au Pérou, du jour au lendemain, de ne plus pouvoir se déplacer sans autorisation officielle, formelle. Et pour la section consulaire de l'ambassade, ça signifiait pour chaque Français qui avait besoin de rejoindre Lima depuis la province, de pouvoir lui délivrer une autorisation de déplacement officielle. Dès le début de notre confinement, nous nous sommes inscrits sur Ariane, qui est un site réservé par le ministère des Affaires étrangères pour permettre de suivre les ressortissants français à travers le monde, d'où son nom d'Ariane, le fil d'Ariane. Ensuite, un coup de fil au service du consul honoraire d'Arequipa pour bien nous présenter, donner notre position et savoir quelles étaient nos intentions. L'idée du rapatriement est venue très vite et donc nous avons entendu que l'ambassade mettre des moyens en place pour ce rapatriement. Tous nos correspondants en province ont été des supports précieux et la consule honoraire à Arequipa, entre autres, notamment parce que Arequipa c'est 18 heures de voiture. Comme c'est une consule honoraire qui a de l'expérience, elle a de bonnes relations avec les autorités locales, donc elle a vraiment aidé les touristes qui cherchaient à se loger, qui cherchaient à obtenir l'autorisation de sortie. Le fait que nous délivrions les autorisations de sortie n'aboutissait pas forcément tout de suite, donc elle nous a bien soutenus pour ça, pour les aider aussi à trouver un transport. Oui, c'était indispensable d'avoir quelqu'un sur place. Et donc nous sommes partis d'Arequipa vers Lima dans un avion affrété par une compagnie locale et que la France avait aussi réussi à négocier avec les autorités péruviennes. Et je pense que c'était pas une mince affaire parce que le Pérou avait décrété l'état d'urgence et qu'aucun transport interne et a fortiori externe internationaux n'étaient autorisés. Il a fallu, surtout en coordination avec l'attaché de sécurité intérieure et l'attaché de défense, que l'on trouve des entreprises, des sociétés de transport, que ce soit des transports terrestres par le biais des bus, ainsi que des transports aériens par le biais des avions de compagnies locales, qui aient l'autorisation de voler et qui puissent nous appuyer, on va dire, afin d'évacuer nos ressortissants. Donc une fois arrivés à Lima, nous avons été pris en compte par l'ambassade en fait, et qui avait déployé à l'aéroport militaire, puisque ça s'est passé sur l'aéroport militaire, qui avait déployé pratiquement tous ses effectifs. Et les opérations, les procédures d'immigration et autres se sont déroulées sur le tarmac. Donc les gens ont contrôlé nos passeports, comme on avait bien un billet d'avion, et donc ils nous ont fait l'enregistrement de nos billets pour monter dans l'avion qui nous attendait. Et même le contrôle des bagages s'est fait sur le tarmac par les douanes ou la police des frontières avec un chien. Donc on avait nos bagages devant nous et le chien passait, reniflait nos bagages pour voir s'il n'y avait rien d'illicite dans nos bagages. Effectivement, les protocoles sont quand même beaucoup plus simplifiés, notamment grâce aussi au contact qu'avait l'attaché de sécurité intérieure, le lieutenant-colonel Drouot, qui nous a quand même ouvert aussi les portes. Et en travaillant je dirais, en coopération avec tout ce monde-là, effectivement, ça a été beaucoup plus simple pour les Français de pouvoir passer, je dirais, les checkpoints qu'il y avait sur les routes et également les contrôles qu'il y avait à l'aéroport. Quand les frontières se bloquent, à la base, on est à Guimaras. Guimaras, c'est une toute petite île, magnifique, mais vraiment petite,
Et de Guimaras, là, ça y est, le confinement est déclenché. Il a été déclenché, je crois, vers le 8-9 mars, dans ces eaux-là. De Guimaras, on a réussi à sauter sur Negros. Donc on est remonté. De Negros, on a continué à monter, et là, impossible de repartir de Negros. Nous, on était toujours nous, hein, avec nos sacs à dos. Du coup, on est passé sur Panay, parce qu'à Panay, on nous a dit, il y a des ports, il y a des aéroports, il y a des possibilités de partir. Ce qui n'a pas été le cas, puisque les ports se sont trouvés fermés, même les billets de ferry qu'on a pris ont été annulés, et les avions ont été annulés. Donc du coup, on s'est retrouvés bloqués au nord de Panay. Donc là, ils étaient arrêtés à Roxas City sur Iloilo. Ils étaient plutôt bien installés, et c'est moi qui les ai appelés en fait pour leur dire que c'était le dernier vol de rapatriement et probablement leur dernière chance de rentrer facilement en France. Quand l'ambassade de France a dit « Ok, on déclenche votre rapatriement, on prend tout en charge », on a fait exactement le chemin inverse. C'est-à-dire qu'on a redescendu Panay, on a redescendu Guimaras, on a redescendu Negros. Ils avaient 4 provinces à traverser, et avec chacune des provinces, j'ai dû m'organiser pour prévenir que M. Carlessi arrivait via un van, ensuite allait prendre un bateau, et de manière à ce que chacune des autorités locales les laisse passer au niveau des différents checkpoints. C'est là que les choses ont commencé à se compliquer, parce qu'on est arrivé de nuit, ce qui n'était pas prévu à la base. Ensuite, on est arrivé de nuit, sachant qu'il y avait un couvre-feu. Donc, interdiction totale de circuler après 6 heures ou 8 heures, je ne sais plus. Et à chaque fois qu'on passait des barrages militaires, à chaque fois, ils voulaient nous refouler parce qu'ils disaient non, 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 là, vous passez pas, vous passez pas. Et ça a été des discussions, et ça a été des discussions sans fin, jusqu'au moment où l'ambassadeur de France est directement intervenu pour nous faire passer un barrage. Moi, je les suivais avec mon portable par discussion, et c'était un moment qui était assez compliqué à gérer parce qu'on était sur le qui-vive avec. Donc moi, j'avais l'ambassadeur au téléphone pour que lui ensuite convainque les provinces de laisser passer ces 6 Français. Donc c'est vrai que c'était un moment assez stressant, ce passage de barrage. Ils nous ont vraiment suivis pas à pas dans cette histoire, et moi, je peux que les remercier. J'ai été embauché, j'ai passé une sélection de compagnie aérienne chez Air Baltic, environ mi-mars. Là, cette fois-ci, le patron nous réunit à nouveau et annonce à tout le monde, bon, il y a eu une baisse dramatique des réservations au niveau de la compagnie. On est obligé de se séparer de 200 pilotes, et il nous dit, bah, les gars, vous êtes les derniers arrivés, vous serez les premiers partis, évidemment. Donc à ce moment-là, contact avec l'ambassade lettonne à Riga, pour leur demander qu'est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux sortir du pays avec mon véhicule, sachant que j'avais déménagé avec ma voiture personnelle. Et là, pas de réponse. Le 24 mars, je reçois un appel de l'ambassade en fin de journée, vers 18 h. L'ambassadeur me dit il y a une solution, vous pouvez quitter la Lettonie par un passage de frontière si vous réservez un billet en Lituanie d'un ferry qui va vous amener jusqu'à Kiel en Allemagne. Et me voilà arrivé donc le 25 au soir au poste frontière entre la Lettonie et la Lituanie. Et là, bon, une barrière, des soldats avec des masques à gaz, etc. me font signe de m'arrêter, de me garer sur le côté. Je me gare sur le côté, j'arrête le moteur et je sors de la voiture. Et au bout de 2 heures, bah, je voyais que le chrono tournait, je me dis je vais louper mon ferry, et, il va falloir faire quelque chose, quoi. Donc je klaxonne, j'essaye d'alerter les gardes frontières, aucune réaction. Donc j'ai fini par appeler l'ambassade, donc l'ambassade de France en Lituanie cette fois. L'ambassade de France me dit on va essayer de joindre le poste frontière. J'ai donc cherché à joindre le vice-ministre de l'Intérieur lituanien, que j'ai pu contacter assez rapidement, et qui a été très ouvert et qui m'a dit qu'il allait faire le maximum, donc non pas pour changer les règles, non, au contraire, donc il y a eu une escorte policière qui a accompagné M. Blanchard, mais cette escorte policière a pris soin d'appeler la compagnie maritime, et donc M. Blanchard finalement a pu embarquer sur ce ferry. Il était le dernier, il était un petit peu en retard, mais grâce à cette coopération, et je les remercie vraiment pour cela, donc des autorités lituaniennes et du vice-ministre et de l'escorte policière, la compagnie l'a attendu exceptionnellement, et il a pu embarquer comme prévu. Le départ était à 21 h, et peu de temps après 21 h, vers 21 h 20, il nous a prévenu qu'il était sur le ferry, il était très très heureux, et nous aussi d'ailleurs, et donc ça s'est bien déroulé.
cours du mois de mars, on a été frappé par la crise du Covid qui avait déjà commencé en Chine quelques mois plus tôt. Et là, on a été confronté à des risques sanitaires qui grimpaient, une population indienne qui avait peur des Européens et qui pensait que c'était nous qui avions amené le virus, et donc à une défiance envers nos ressortissants, que ce soit des touristes ou que ce soit des personnes installées là depuis des années. Et donc on a dû mettre en place des dispositifs pour les rassurer ou leur porter assistance. Pour l'ambassade, obtenir des laissez-passer, ça a toujours été un dialogue qu'on a entretenu avec le ministère des Affaires étrangères indien, et ça s'incarnait avec des papiers de nature différente, de libertés différentes. Au début, c'était des signatures qui nous permettaient de traverser toute l'Inde, puis ensuite, il y a eu des restrictions État par État. Donc typiquement, sur une traversée de l'Inde, il fallait regrouper autant de laissez-passer qu'il n'y avait de frontières inter-États à traverser, traiter beaucoup de demandes tous les jours en fonction des gens qui nous appelaient du nord, du sud, qui étaient à 2 heures de route ou à 4 heures de route. Et ça a été un des gros travaux qu'on a mené pendant la crise. Ce qui est important pour les touristes, c'est soit donc de renseigner avant même leur voyage ces informations sur le site Ariane, et sinon, c'est de pouvoir avoir les moyens d'être joignable. Mais vraiment joignable, c'est-à-dire que quand nous avions un vol, nous avions connaissance d'un vol qui arrivait avec 200 places, il fallait qu'on appelle et il fallait qu'on ait une réponse immédiatement. Le vol était pour le lendemain, nous devions finaliser une liste pour le donner à la compagnie aérienne. Donc si on appelait et que personne ne répondait, le numéro de téléphone était éteint ou que la personne ne répondait pas au mail, eh bien tant pis, c'était trop tard. Et la personne nous rappelait 2 jours après, mais 2 jours après, la liste était finalisée et le vol était déjà parti. Donc vraiment, de pouvoir être joignable facilement et rapidement. J'ai eu beaucoup d'appels d'étudiants français qui étaient en Inde, de parents, d'établissements français qui s'inquiétaient pour ces étudiants qui étaient en échange, et qui étaient environ 500 à peu près éparpillés dans tout le pays. La situation pour les étudiants a commencé à devenir assez compliquée, puisqu'ils se sont retrouvés isolés, certains étaient en situation de fragilité, les parents nous appelaient, ils étaient inquiets, et surtout même les directeurs des relations internationales des établissements indiens nous demandaient de s'en occuper. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à les mettre sur les listes prioritaires en partance vers la France, même s'ils étaient moins prioritaires que les touristes. Je me trouvais en Inde dans le cadre d'un échange universitaire en partenariat avec l'IAE de Bordeaux. À partir de la mi-mars, l'université a fermé ses portes pour une durée temporaire de 2 semaines. Tous les élèves étaient obligés de partir de l'internat et de rentrer dans leurs foyers familiaux. Donc à partir de ce moment-là, je me suis retrouvé à voyager au travers de l'Inde pour finalement être confiné à Agra, donc la ville du Taj Mahal, une ville dans laquelle j'étais confiné pendant 3 mois. Au terme de ces 3 mois, la police de la ville m'a, entre guillemets, expulsé de la ville et m'a conduit devant l'ambassade de France grâce à un taxi qui était dédié à nous amener vraiment spécialement devant l'ambassade de France pour ne plus avoir à nous prendre en charge et à faire en sorte que ce soit la France qui nous prenne en charge. Et là, il y avait une personne qui sortait, qui avait fini son service du coup, et que je l'interpelle, je lui dis « Excusez-moi, on vient d'arriver ». Cette personne, elle m'a dit « Attendez, je vais voir ce que je peux faire pour vous ». Je crois qu'elle est retournée au sein de l'ambassade, elle est revenue avec un document et elle nous a dit qu'il y avait un hôtel en fait qui était près de l'aéroport, donc c'était à 10-15 km de là, il me semble, qu'on pouvait être dans cet hôtel parce que c'était un hôtel qui savait que c'était ouvert, que c'était pas très cher. Mais quand il dit pas très cher, tout est relatif parce que ça faisait 3 mois que j'avais plus d'argent dans les mains. Il me dit que entre-temps, l'ambassade de France allait faire le nécessaire pour faire valoir mon billet d'avion retour sur un vol de rapatriement, en fait, sans frais supplémentaires. La première fois que je suis allé à l'aéroport, ils m'ont demandé 570 € de frais additionnels pour changer mon billet, entre guillemets. La deuxième fois, ils m'ont demandé dans les 400 €. La troisième fois, ils m'ont demandé 270 €, il me semble.
Et la dernière fois, du coup, c'était la bonne grâce au consulat de France. Où qu'on soit dans le monde, si vraiment on a un gros problème, je pense qu'il y aura toujours soit le consulat, soit l'ambassade qui seront là et qui seront là pour prendre des nouvelles et pour nous aider au mieux qu'ils peuvent. Dans le cadre de la crise Covid, il y a eu une situation un peu particulière qui a été en fait une quasi-fermeture du trafic aérien et donc de fortes restrictions de mouvement à la fois sur le fret humanitaire qui était stocké en Europe, mais aussi sur les personnels humanitaires qui devaient rejoindre leur terrain de mission. Le pont aérien humanitaire, c'est une initiative européenne qui est pilotée par la Commission européenne. Il permet très simplement d'acheminer du matériel vital qui se trouve actuellement en Europe vers les terrains d'intervention où les populations vulnérables se trouvent et là où elles en ont besoin. Le UNHCR au Burkina Faso travaille avec les partenaires pour apporter de la protection et de l'assistance aux réfugiés et aux personnes déplacées internes. Aider les gens à couvrir leurs besoins en termes d'abri, en termes d'ustensiles ménagers primaires, en termes d'eau. Les derniers chiffres indiquent qu'il y a plus de 900 000 déplacés internes et plus de 20 000 réfugiés. Ce qui est extrêmement important, c'est qu'on puisse venir en aide à ces populations qui ont à la fois des besoins en vivre, mais des besoins en mesures sanitaires, puisque les écoles, etc., peuvent difficilement accueillir des enseignants et des jeunes désormais sans masque, sans geste barrière, sans gel hydroalcoolique. Donc, entre autres, on œuvre là-dessus sur la zone au nord de Ouagadougou, une fois de plus à 80 km de Ouagadougou. Sur certains vols du pont aérien humanitaire, l'Union européenne a décidé d'utiliser les avions au retour vers l'Europe pour transporter des ressortissants européens de passage qui étaient bloqués dans ces pays, mais aussi pour permettre la rotation des personnels humanitaires. Le vol, par exemple, de Ouagadougou vers Paris transporte à la fois des ressortissants européens, mais aussi des personnels humanitaires, des travailleurs humanitaires qui avaient terminé leur mission sur place et qui rentrent chez eux. Nos services consulaires ont fait en sorte d'essayer de faire monter dans cet avion un certain nombre de Français et de conjoints ou conjointes de Français de nationalité burkinabé, afin qu'ils puissent rentrer en France pour retrouver leur famille. Et cette sélection s'est faite, comme je viens de le dire, sur une base soit vulnérabilité médicale, soit vulnérabilité financière. Je voulais rentrer en France parce que l'année dernière, j'ai été opérée d'un cancer et que je devais rentrer cette année pour faire un contrôle. Le contrôle devait avoir lieu le 15 mai. Alors, vu la fermeture des frontières, j'ai dit à mon médecin que je ne pouvais pas venir et j'ai regardé à Air France quelles étaient les possibilités. J'avais écrit plusieurs fois au consulat de France pour leur dire voilà ma situation, il faut que je rentre. Et on me répondait toujours, il n'y a pas de possibilité parce que les frontières sont fermées. Et jeudi matin, je reçois un coup de fil en me disant, eh ben voilà, il y a une possibilité de partir, est-ce que vous acceptez? Bon, j'ai dit, ben oui, bien sûr. J'ai appris ça comme un cadeau du bon Dieu. Je suis revenue à Paris, chez moi, depuis 3 semaines, je crois maintenant, après avoir passé une grande aventure depuis les États-Unis, en passant par la Martinique, Sainte-Lucie et la France. Il y avait 4 cas et ils ont tout fermé. Ils ont tout fermé et ils ont fait un couvre-feu 24 heures sur 24 pendant 15 jours, avec une demi-journée d'ouverture par semaine pour aller faire des provisions. Les nouvelles étaient bonnes là-bas en tout cas, et puis les nouvelles ont commencé à être meilleures ici. Moi, j'avais rendez-vous avec mon oncologue. C'est pour ça d'ailleurs que je m'étais signalée à l'ambassade en disant « Bon, écoutez, moi je suis bien ici, mais il se trouve que j'ai un rendez-vous. Si jamais vous avez quelque chose qui s'organise, avertissez-moi. » Même au plus fort de la crise du Covid, il y a toujours eu des liaisons aériennes entre Paris et Fort-de-France ou Pointe-à-Pitre. Et par conséquent, tout l'enjeu de l'ambassade, ça a été de trouver les moyens, de trouver des solutions pour permettre à des Français ou des Européens de rejoindre la Martinique et la Guadeloupe de manière à ce qu'ils puissent prendre leur avion. J'ai trouvé qu'il y avait une réponse
Et justement, dans des moments où vraiment on n'a pas de réponse, il y avait au moins un interlocuteur, il y avait quelqu'un qui recevait vos mails, qui lisait vos mails, qui en tenait compte et qui vous répondait. Nous avons été amenés à traiter de nombreux cas de Français de toutes origines géographiques, mais aussi des ressortissants européens, car la France est le seul pays d'Europe à avoir une ambassade régionale à Sainte-Lucie. De plus, nous avons un devoir de secours pour les ressortissants des autres États membres. Nous sommes sollicités régulièrement par l'ambassade de France pour des questions médicales en rapport avec des situations particulières pour des ressortissants français. Notre rôle principal en ce moment, en période de Covid, c'est de transmettre à l'ambassade et donc à tous nos ressortissants français l'information juste sur l'épidémie qui sévit actuellement aux Émirats arabes unis. Il n'aura échappé à personne qu'il existe beaucoup de fake news actuellement sur les réseaux sociaux. On a vu naître un certain nombre d'informations contradictoires, de rumeurs souvent infondées. Et dans ce contexte, un document unique a été mis au point par l'ambassade et le consulat pour rassembler toutes les informations fiables et vérifiées et surtout répondre aux questions des Français. J'étais partie pour un tournoi d'échecs en Russie avec une équipe située en Île-de-France mais qui représentait la France. On est arrivé à Murmansk, on a fait le tournoi et au milieu du tournoi, ils nous ont annoncé d'abord que notre avion était annulé. Et lors du dernier match, ils nous annoncent qu'on doit faire des tests Covid, car un membre de la délégation irlandaise avait les symptômes du Covid. On a fait les tests, personne ne l'avait, mais ils nous ont dit qu'on devait être mis en quarantaine à l'hôtel. C'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à penser à activer peut-être un consul ou une ambassade au cas où les choses ne devraient pas s'arranger. Entre-temps, avec nos amis de Mourmansk et aussi avec le maire de Mourmansk, on avait organisé un séjour, pas à Mourmansk, pas dans l'hôtel méridien où on était, mais dans un village, on va dire, de vacances à 30 km de Mourmansk pour passer quelques jours avec les enfants. Vu que le chalet était sans personne, c'était un peu une zone déserte, c'était une grande forêt au bord d'un lac gelé. Donc on a pu y aller et on a passé 4 jours. Donc là c'était le 16 mars, on a passé 4 jours au chalet et un soir très tard, vers minuit, on était en train de fêter un anniversaire et il y a un minibus qui est arrivé avec une voiture et il nous annonce qu'on ne peut plus faire la quarantaine au chalet, mais que la quarantaine doit être effectuée, la fin de la quarantaine, dans un hôpital. On est parti avec le bus et 1 heure après, on est arrivé dans l'hôpital. Entre-temps, bien évidemment, on était bombardé par des coups de fil des parents et aussi de l'ambassade qui avait compris qu'il se passait quelque chose. Mais nous, notre objectif était à ce moment-là, bien évidemment, surtout de rester ensemble avec les enfants et d'être sûr qu'ils aient un lit chaud, qu'ils avaient à manger et qu'il n'y avait pas de problème particulier. On a eu une visite du consul de France qui nous a rendu visite pour nous apporter des livres français parce qu'on s'ennuyait un peu confinés. On n'avait qu'un couloir et on n'avait pas le droit de sortir. Il nous a également apporté des macarons et puis ça nous faisait un contact un peu rassurant et français. C'est là où il a pu nous suivre de plus près et bien évidemment, quand on avait enfin une date définitive de retour, il a tout mis en place pour qu'on ait les bons tampons et les bons papiers pour partir. On avait, comme bon joueur d'échecs, un plan B. Si jamais on avait raté l'avion à Moscou, l'ambassade de France à Moscou avait préparé 14 lits. Il paraît que les lits étaient vraiment faits, je ne l'ai pas vu, mais on me l'a dit. Au cas où ça ne marcherait pas, on aurait pris un petit bus et on serait accueillis dans l'ambassade à Moscou. Et d'ailleurs, je peux vous dire que la plupart des enfants ne rêvaient que de ça, d'être accueillis à Mourmansk dans l'ambassade, au lieu de retourner à ce moment-là à Paris. Je suis malade, j'ai une myasthénie et une polyarthrite rhumatoïde. La myasthénie est une maladie incurable et j'ai besoin de médicaments tout le temps. Je n'ai plus, par exemple, de système immunitaire du tout. Ils ont été obligés de l'enlever parce que mon système immunitaire m'attaquait. C'est une maladie auto-immune. Et dans ce cas, ce qui se passe, c'est la paralysie des poumons. Monsieur Mercier est arrivé en Malaisie
à la fin du mois de janvier et il devait repartir courant du mois d'avril. Alors c'est une personne âgée qui souffre d'un handicap et qui a un traitement médical assez lourd. Étant donné la situation sanitaire, il n'a pas souhaité retourner en France immédiatement. Par contre, s'est posé la question de son traitement, puisqu'il arrivait à court de ses médicaments qu'il ne trouvait pas en Malaisie. Je me suis rendu compte que je n'allais pas pouvoir tenir longtemps au niveau médicaments. J'avais un stock assez limité. Alors j'ai envoyé un mot à l'ambassade de France pour leur demander s'ils accepteraient que j'envoie mes médicaments à leur adresse à l'ambassade de France, parce que, du fait que je n'avais pas d'adresse, moi, en Malaisie. Le service d'aide aux Français m'a répondu pour me dire, exceptionnellement, nous acceptons de faire venir votre colis de médicaments. Ils m'ont donné plein d'informations, le pharmacien qu'il fallait contacter, comment il fallait procéder. Une fois que nous avons reçu ces médicaments, nous avons joint de ses amis chez qui il habitait, chez qui il avait pu trouver un hébergement, qui est venu à l'ambassade récupérer son traitement médical. Au mois de mars, on m'a dit que l'hôtel allait fermer à la fin de la semaine et que tout le monde devait partir. J'étais inquiète. Je me suis dit, il faut que je trouve un avion pour retourner à Genève et ensuite en France. Et comme j'avais peur d'avoir une hémorragie cérébrale, je me suis installée pour la nuit à la réception. Avant la fermeture, j'avais un billet pour retourner à Genève. Quand je suis arrivée à l'aéroport avec une assistance médicale, on m'a refusé de monter dans l'avion parce que j'étais française. J'ai cherché sur Google l'adresse de l'ambassade et j'ai expliqué ma situation en me disant je ne vais jamais avoir de réponse. Et ben si, le lendemain on m'a contacté et on m'a écouté et une personne très sympathique à Las Palmas m'a mis en contact avec le consulat de Madrid. Vis-à-vis des touristes français donc, qui étaient bloqués dans des hôtels, on a eu une activité effectivement de réponse téléphonique très très intense qui demandait effectivement qu'on puisse à la fois rassurer dans un contexte d'incertitude où les règles et les dispositions prises par les autorités espagnoles pouvaient évoluer et où les disponibilités, notamment en matière de transport et de transport aérien pour les personnes qui étaient aux Canaries, étaient vraiment très limitées. Donc il a fallu effectivement résoudre avec la compagnie nationale, enfin avec Air France, cette question du rapatriement, ce qui demande techniquement des plans de vol, des autorisations, la constitution des équipages qui prend du temps et donc on a essayé évidemment tous de répondre de la manière la plus rapide et dans les meilleurs délais à des personnes qui, en général, étaient assez compréhensives et puis soulagées qu'on puisse les avoir identifiées, qu'on puisse essayer d'apporter une réponse à leurs problèmes et qui se sont montrées vraiment très, très reconnaissantes de l'appui et de l'écoute qu'on leur fournissait. La spécificité du Vanuatu, c'est de se trouver aux confins du monde quand on part du point de vue de la métropole, puisque quand la pandémie de Covid-19 est déclarée par l'OMS et que nos concitoyens de passage au Vanuatu souhaitent rentrer en France, il faut gérer cette question non pas sous l'angle d'un vol direct, mais au moins de transit, puisque les routes aériennes vers la France passent en général par la Nouvelle-Calédonie, le Japon, puis Paris. J'étais en vacances chez mon frère au Vanuatu. Nous avons reçu un mail du ministère nous disant de se rapprocher de l'ambassade pour éventuellement être rapatriés en France. J'ai appris à ce moment-là que j'étais une personne à risque,
étant donné que j'avais 65 ans et que je suis diabétique. Au Vanuatu, les structures sanitaires sont réellement défaillantes. Il faut savoir qu'il y a un hôpital qui compte seulement 3 lits d'hospitalisation et 2 respirateurs. Nous savons tous que nous avons besoin des évacuations aériennes pour les cas médicaux graves, y compris si le Covid arrivait, et on a tous un peu cette inquiétude de ce qui pourrait nous arriver. C'était très angoissant parce que bon, partir alors qu'il y avait un cyclone qui arrivait, ça voulait dire de laisser mon frère. Mais je savais qu'en France, j'aurais la structure si toutefois je l'attrapais. J'ai quand même décidé de partir, surtout qu'à l'heure actuelle, je pense que j'y serais encore, si j'avais pas été rapatriée par le gouvernement français. Quand on a eu l'information que les frontières fermées et que mon vol pour la Nouvelle-Calédonie était annulé, personne ne pouvait se douter de ce qui allait se passer. Il n'y avait plus de bateaux qui venaient pour réapprovisionner en nourriture. Pendant tout un temps, on n'avait plus d'avions aussi qui atterrissaient sur toute cet archipel des îles Banks. Il n'y avait plus d'avions. Donc on était coupés du monde. Et à ça, c'est rajouté par-dessus, au même moment, le cyclone Harold. Il y a un moment quand même, je me suis dit, bon Angèle, là il faut que tu trouves un moyen de rentrer là, parce que ça commence à faire beaucoup. Et moi, là, à ce moment-là, l'ambassade m'a dit, il faut revenir tout de suite, parce que peut-être qu'on a un vol pour toi lundi. Et moi, je pouvais pas partir. J'ai regardé en ligne les billets d'avion, il n'y avait pas de vol, c'était plein, je pouvais pas partir. On est monté dans l'avion, Carole de l'ambassade était complètement... là, ça y est, elle respirait enfin après des semaines et des semaines et des semaines à tout faire pour qu'on puisse rentrer chez nous. Ça y est, c'était le moment de vérité. On montait dans l'avion et on allait partir. Et ça, c'était vraiment... on était fous de joie. Que ce soit moi ou les autres Français qui étaient avec moi, mais on n'y croyait plus. Honnêtement, on n'y croyait plus. Et on était bien conscients que c'était notre seule chance de pouvoir rentrer en France. Et là, ça y est, on était chez nous. Et ça n'a pas de prix.